Bienvenue, donc nouvelle séquence baptisée Regard croisé, comment être à la hauteur des enjeux ensemble. Pour lancer cette table ronde, Loïc Chenet-Girard, donc l'intérêt de la région pour l'éolien en mer et les EMR en général remonte déjà à 2010. On était un an avant le lancement des premiers appels d'offres éoliens en mer. Alors, sans refaire toute l'histoire, comment s'est traduite cette implication de la région sur le terrain pour porter les énergies marines renouvelables? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Effectivement, en 2010, la région que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui était présidée par Jean-Yves Le Drian, et Jean-Yves a eu le courage et la vision d'affirmer que l'avenir pour la Bretagne était dans ses ports, avec l'océan en face de nous, et donc de développer une nouvelle filière économique que sont les énergies marines renouvelables. Avec un président de la République, il y en a eu 3 depuis, qui annonçait préparez-vous parce que dans 4 ans, vous serez couvert d'éoliennes au large. Et donc on est parti tambour battant avec les pêcheurs, avec les militaires, avec tous les acteurs, en développant les filières de formation qui vont bien. Et finalement, on a mis 10 ans à aboutir. Mais si on a décidé de se lancer là-dedans, c'est d'abord parce qu'on est breton, donc conscient qu'il faut participer au combat pour le changement de notre économie et la décarbonation de notre économie, parce que nous avions vécu une crise très dure en 2008 et que nous cherchions des relais de croissance pour cette péninsule au bout de l'Europe. Et puis parce que nous en sommes persuadés, l'avenir de nos ports, c'est plus les énergies marines, l'avenir de la pêche et l'avenir de l'industrie navale que les hydrocarbures et l'importation de soja. Même si aujourd'hui, 60% de l'activité de mes ports, c'est encore hydrocarbures et importation de soja. Donc une ambition posée, durable, qui est inscrite dans le dur de notre stratégie économique, et derrière des choix d'investissement lourds sur les ports, notamment le port de Brest, où nous avons investi 200 millions d'euros, avec à l'époque une ambition posée par les politiques de dire ça va aller vite, donc on investit rapidement. Un quai EMR, un polder, 220 millions d'euros. Une filière économique qui doit se structurer, donc on y a mis des moyens pour structurer la filière et la formation qui va avec. Tout ça, c'est un écosystème qui ensuite doit être alimenté par des appels d'offres récurrents, réguliers. On n'en a eu qu'un, enfin 2 maintenant avec le flottant au sud. Et là commence le début des ennuis pour nous. Mais encore une fois, l'ambition de poursuivre et la certitude que nous avons eu raison au départ et qu'on doit continuer dans une stratégie de long terme à piloter cette industrie en devenir. Justement, vous parlez de cet appel d'offres, le dernier, là au 5, en Bretagne Sud, c'est de l'éolien flottant. La région est très, très impliquée dans cet appel d'offres. Vous êtes la première, à ce jour, la seule région à avoir été associée à l'État lors du dialogue concurrentiel. Vous avez auditionné les candidats, ils sont 9 a priori, 9, et vous me confirmerez ça. Et ensuite, il y a Bretagne Pôle Naval qui a de son côté délivré un label, Brace Content, à 5 des 9 candidats. Donc, pourquoi cette volonté d'être aussi présent dans ce dossier ? Parce que si nous arrivons à être facteur d'apaisement pour faire des choix sur des périmètres permettant de poser des éoliennes, qu'elles soient posées ou flottantes, et qu'on voit les bateaux passer au large et les emplois passer au large et ne pas remplir notre Bretagne, on ne sera pas au rendez-vous de la promesse et au rendez-vous de l'équilibre social, économique de notre Bretagne. Et donc l'appel d'offres de 2010 nous a beaucoup marqué sur le champ de Saint-Brieuc, sur le fait que nous étions découpés en tranches. D'un côté, la région qui, aux côtés de l'État, avec le préfet maritime et le préfet de région, pilotait le territoire pour faire des choix de zones à moindre contrainte pour pouvoir lancer des appels d'offres, et de l'autre, l'État qui lance ses appels d'offres en disant le reste, c'est plus votre sujet. Puis vous verrez l'économie qui va arriver, ça va être formidable. Donc on l'a vécu une fois, c'était pas acceptable. Donc on a, de gouvernement en gouvernement, affirmé que nous devions être embarqués pour prendre nos responsabilités, pas pour freiner le projet, mais au contraire pour dérisquer le projet. Et en tant qu'élus locaux, souvent plus durables que les gouvernements, être capable, dans le temps long, d'être la mémoire du dossier et de redire que si on a fait un choix, on doit le tenir de gouvernement en gouvernement, de président de la République en président de la République, parce que sinon, on n'arrive pas à mener des projets de cette ampleur-là. Et donc, nous avons obtenu, lors d'un CIMER en 2018 de mémoire, de Édouard Philippe, d'abord d'être invité à un CIMER, ce qui était assez original, mais ensuite d'inscrire dans le dur le fait que la région devait être partie prenante, encore une fois, des appels d'offres futurs. Et pour nous, ce n'est pas négociable. C'est la condition
de la réalisation de ces projets qui, je le rappelle, nous bousculent beaucoup. Bien sûr, la pêche, on en reparlera, et ce n'est pas négociable pour nous. On veut garder la pêche, notre qualité de vie, nos paysages. Et donc, tout ça doit faire l'objet de négociations de long terme. Sinon, ce sera trop facile pour les élus que nous sommes de dire on veut bien, mais sous tellement de contraintes que ce n'est pas réalisable. Donc, l'État a intérêt à nous embarquer. Et je plaide vraiment pour qu'on continue ce travail qui s'est bien passé sur la O5 et qui doit continuer à se réaliser dans le plan ambitieux qu'Hervé Berville vous a rappelé tout à l'heure. Merci, et on reviendra vers vous concernant cette planification, puisque là ça va être le sujet de la rentrée à l'automne, et même ça a commencé avec les notifications au préfet. Mais avant cela, je passerai la parole à Olivier Nézet. Donc vous êtes le président du Comité national des pêches, président du Comité régional de Bretagne et du Comité départemental du Morbihan. Alors, quand vous voyez la région s'investir dans un dossier comme celui de l'AO5, est-ce que ça vous conforte, est-ce que ça vous rassure, est-ce que ça a été utile pour prendre en compte la pêche dans ce projet? Vaste question. Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être là parce que quand je vois la maison de l'océan, je suis chez moi. Je me sens chez moi. Même si je vois quand même une peinture qui pose question à aujourd'hui pour la société. C'est assez marrant. Ça peut rappeler à certains d'ailleurs que voilà, ça a existé et que voilà. Bon. Sur cette question, et pour être assez pragmatique, je pense que tenir, c'est indispensable d'avoir une discussion en région. C'est fondamental. Enfin, le comité régional des pêches de Bretagne, ou que ce soit tous les comités des pêches en région, travaillent, je dirais, régulièrement et j'irai main dans la main avec leur région toute l'année. Et je pense que de même avec l'État en région et aussi le préfet maritime, l'amiral, qui est aussi un acteur indispensable. Il y a des outils, en Bretagne, on a un outil qui a permis justement d'avoir cette discussion et ces échanges, qui est la conférence régionale mer et littoral. C'est un outil qui est indispensable et qui a le mérite d'exister, même si certains n'ont pas vu d'un bon œil peut-être à un certain moment. Je pense que ça mérite d'exister et d'avoir un vrai fonctionnement avec, je dirais, tous les acteurs du maritime qui sont autour de la table. Peut-être même plus souvent même que dans le conseil maritime de façade, parce que ça réunit plus de monde au sein de la CRML au CMF. Donc ça montre bien que travailler en région, ça a du sens. Ça, c'est le premier point. Et je pense que tenir les propositions doivent venir d'en bas et non pas de Paris, parce que je crois que pour tout le monde, même si nous sommes ici dans cette belle maison la maison de l'océan à Paris, je crois bien que c'est les réels projets et la mise en œuvre, quel qu'il soit d'ailleurs du monde maritime, partent localement et remontent après. Alors c'est sûr qu'il faut à un moment donné avoir une stratégie nationale. Il y a la SNML2 qui est en route et je pense que voilà, il doit être pris en compte tous les acteurs du monde maritime, parce qu'on ne peut pas aller parler de planification sans parler, je dirais, de tous les acteurs. Si on parle que de la planification énergétique, on va se rater encore une fois et on va perdre du temps. Et à mon avis, c'est pas le choix qu'a fait la région Bretagne, ni même, je dirais, les acteurs du monde maritime de la Bretagne. Justement, la planification qui s'annonce, ce n'est pas qu'une planification énergétique. On va parler aussi des zones de protection forte, ça vous concerne aussi. Dans quel état d'esprit vous abordez, vous, la pêche, ces débats publics qui s'annoncent donc à l'automne? Je crois que d'abord, il faut remettre un peu le clocher au milieu du village. Sur la planification, comme je le rappelle, on parle bien de planification globale. Si on parle que de planification énergétique, on va malheureusement perdre beaucoup de temps, avoir que des gens mécontents, et on ne trouvera jamais de concertation qui sera dépassionnée. Si on veut dépassionner une concertation, il faut d'abord prendre en compte tout le monde, c'est-à-dire tous les paramètres, c'est-à-dire et que ce ne soit pas dans une approche où c'est les terriens qui vont décider pour les marins. Alors ça, c'est une habitude franco-française, c'est qu'on vient d'un milieu très agricole, avec tout le respect que je leur dois. Ce sont les paysans de la terre, mais nous sommes les paysans de la mer. Et qu'à un moment donné, il faut savoir parler aux marins. On ne parle pas la même langue qu'à terre. Donc, on peut aller faire toutes les écritures qu'on veut. Un marin, lui, il parle différemment et il réfléchit autrement parce qu'il est sur un milieu mouvant et on ne parle pas la même chose. Donc, il y a des nouveaux acteurs à venir dans cet espace maritime, certes. Pour d'abord quoi? Pour d'abord fournir de l'énergie. On oublie globalement, mais les énergies marines en mer, c'est bien pour fournir de l'électricité, parce que potentiellement, il y aura un risque de pénurie dans les 10 ou 15 ans ou 20 ans. Très bien.
pas de souci, on voit bien ce qui s'est passé avec l'Ukraine, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi une autre énergie, c'est celle que les pêcheurs vont chercher, qui est l'autonomie, la souveraineté alimentaire, qui est d'abord avant tout là pour nourrir la population. Dernier pilier aujourd'hui qui existe, qui va chercher des aliments sauvages. Il n'y en a pas d'autres. Donc il se doit être aussi pris en compte que les acteurs qu'il y aura demain pour fournir de l'énergie autre. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, seront peut-être ces mêmes pêcheurs les clients de ceux qui sont aujourd'hui, qui vont développer ça. Donc il y a cette partie-là. Il y a le troisième pilier. Enfin, pour moi, il y en a 4. Il y a l'environnement. L'environnement, oui, évidemment qu'il faut prendre en compte l'environnement marin, et les pêcheurs sont les premiers à prendre soin de leur environnement marin parce que la biodiversité, ils en ont besoin. Ils ont fait des efforts depuis les 30 dernières années. Je ne vais pas revenir sur les années de nos parents, même si il faut quand même en dire quelques mots. Oui, il y a eu la surpêche pendant une période, dans les années, les 30 glorieuses, que l'on appelle après-guerre. Il fallait réindustrialiser la France, tout le monde disait qu'il pouvait y aller, pas de souci. La ressource est inépuisable, grave erreur. Aujourd'hui, ma génération en a payé la note, et les nouvelles qui sont là depuis les années 2000, avec des efforts qui sont accomplis depuis plus de 20 ans, font qu'aujourd'hui, on peut quand même être fier d'une chose, c'est qu'on a des Européennes qui sont très poissonneuses et qui répondent globalement aux objectifs de la politique commune des pêches. On est passé de 7% des stocks au rendement maximum durable à plus de 70%. C'est quand même pas rien, une croissance à 2 chiffres, là aussi. Avec un environnement marin, mobile, qui très clairement n'est pas facile à gérer, avec un dérèglement climatique où là encore, les pêcheurs sont les premières victimes, avec en plus une pollution tellurique qui part même de Paris, où très clairement, tout le monde a sa responsabilité individuelle et collective d'avoir pollué un océan qui, aujourd'hui, la Terre ne devrait pas s'appeler la Terre, devrait s'appeler la mer, parce qu'elle est à plus de 70% constituée d'eau, et d'eau salée, entre autres. Donc, il y a un moment donné, il y a ce troisième élément-là qui est important, et qui, à nos yeux, les efforts accomplis par la profession sur la protection de la biodiversité et de la ressource devraient être cités comme exemple au niveau mondial. Il y a de la surpêche au niveau mondial, oui. Je ne vois pas beaucoup les lanceurs d'alerte en Russie, en Chine, dans les pays asiatiques. C'est dommage parce que moi, j'aimerais bien les voir de temps en temps, mais on ne les voit pas. Aller vers ces enjeux, c'est peut-être plus difficile d'aller là-bas que de venir voir ceux qui ont fait des efforts. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Mais il faut quand même le dire parce que la réalité, c'est ça. Et donc, le dernier élément, le quatrième, c'est le volet social. Le volet social, on l'oublie, mais le bien-être dans la directive cadre et stratégique du milieu marin est l'objectif premier. Le bien-être des marins, il est important. Il y a un marin, on est marin toute sa vie. On va être pêcheur une partie. Moi, j'ai dû arrêter pour d'autres indisponibilités. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des marins qui sont polyvalents, internationaux, qui peuvent passer d'une passerelle à une autre, d'un métier à un autre, ce qui fait leur force. On n'en aura pas assez. D'ailleurs, on va avoir un vrai problème, collectivement. C'est qu'on peut avoir de belles ambitions. Si derrière, on n'a pas les marins, et j'espère que ce sera des marins bleu, blanc, rouge, et non pas des marins avec des pavillons, des pavillons qui viennent des îles du Caïman ou qui viennent d'autres pays hors de l'Union européenne, parce que ça peut être des marins européens, ça ne me pose pas de problème, parce qu'on est dans une Union européenne, jusqu'à preuve du contraire. Et donc le vivre ensemble, c'est qu'au moins on favorise l'économie du territoire européen. Et donc là, ça me pose de vraies questions, parce qu'on parle à ce moment-là du local content. C'est comment on met et comment on construit, non pas qu'une filière énergétique, mais aussi une filière sociale, de marins, d'hommes ou de femmes d'ailleurs. Alors maintenant, il y a des marins industriels. Okay. Je ne savais pas que ça existait. Maintenant, ça existe, très bien. Il fallait trouver une dénomination. Mais c'est long, coûteux de former des marins. Et ce n'est pas comme quelqu'un, même si je respecte les restaurateurs, ce n'est pas quelqu'un qu'on va prendre au bout d'une formation dans un restaurant et qui va venir en mer. Pas des marins. Donc, comme je dis souvent, on ne veut pas des marins de salon, quoi. Parce que les marins de salon, ils ne savent même pas faire un nœud pour se prendre. Même des fois la cravate, parce que je vois que monsieur n'en a pas. Mais très clairement, c'est important d'avoir des marins qui soient formés. Nos territoires ont besoin de ça, parce que derrière, ça crée de l'emploi et de l'activité aussi.
Justement, la formation, c'est une compétence de la région et vous vous y préparez, peut-être revenir sur ce point. Mais avant, je voudrais passer la parole à Jules Nissen sur le contenu local. Le contenu local, c'est vraiment, c'est l'alpha et l'oméga. On a l'impression de la concertation et de l'acceptabilité, en tout cas pour favoriser l'acceptabilité des projets. Aujourd'hui, sur les projets qui ont été réalisés, est-ce que vous pensez que la filière, elle a fait le travail? Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Est-ce que vous voyez quelques points à améliorer sur ce sujet-là? Oui, il y a toujours des points à améliorer, mais je voudrais dire que là, en lançant cette concertation, on ne part pas de zéro, notamment pour la filière. Le point où on en est aujourd'hui, c'est le résultat d'un dialogue qui a été engagé depuis longtemps et qui s'appuie sur l'expérience des premiers appels d'offres attribués, des premières constructions et du premier parc qui est aujourd'hui en fonctionnement. Et donc la filière, elle s'inscrit dans le cadre qu'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure Éric Banel, notamment la dimension multisectorielle de ces appels d'offres, parce que la mer, elle est partagée. C'est un enjeu pour tout le monde. Là, quelque part, on vient ajouter un nouvel acteur et c'est pas facile. C'est humain et je crois qu'on peut le comprendre. Donc, il faut être respectueux de ça. Et puis également sur cette dimension à la fois nationale et locale. Alors, vous allez me dire que la question des retombées, évidemment, elle relève du niveau local. Pas que. Il y a d'abord une ambition, je l'ai rappelé ce matin dans mon propos, une ambition industrielle générale qu'il faut avoir autour de ça. J'ai rappelé ce matin que il y avait 4 des 12 usines européennes de construction et d'assemblage d'éoliennes offshore qui étaient sur le territoire national. Frédéric Guizard me pardonnera d'avoir oublié ce matin de citer le fait que les chantiers de l'Atlantique sont aussi spécialistes de la construction de sous-stations en mer. Il y a tout un tas d'autres intervenants. Et puis au-delà de ces gros projets industriels spectaculaires, il y a beaucoup de choses. Loïc Chénigérard a parlé des ports, des investissements qui sont nécessaires à faire dessus. Il y a la maintenance des parcs, il y a des armements à développer. Il y a beaucoup de choses à faire et tout le monde peut y trouver son compte. Donc oui, on peut mieux faire, mais il y a déjà beaucoup qui a été fait et c'est ce qui me paraît extrêmement intéressant. Voilà, donc après nous, dans cette dynamique, on a bien l'intention d'être actifs, d'être force de proposition. Ça me paraît important de proposer les options techniques, avantages, inconvénients, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'on peut faire à quelles conditions, de délai, de coût, parce que finalement le coût d'une installation, c'est aussi à la fin le coût de l'énergie, donc le coût pour la société. Je crois que notre rôle, c'est aussi d'être dans le dialogue, dans l'adaptation, être capable bien, finalement de changer un peu de pied, de comprendre où sont les enjeux et de faire évoluer les choses. J'ai rappelé tout à l'heure les enjeux énergétiques. Il faut les rappeler tout le temps pour donner du sens à tout ça. On ne vient pas installer des équipements en mer uniquement pour le plaisir de le faire. C'est parce que ça répond à un besoin qui est collectif et qui est essentiel à l'avenir de la nation. Et puis également, en étant précis sur les retombées locales. Alors que peut faire le syndicat là-dedans, en plus de ce qui a déjà été fait? C'est aussi travailler sur des contraintes. Je pense aux contraintes nature militaire, qui occupent beaucoup d'espace et qui donc génèrent beaucoup de contraintes. Et peut-être qu'on peut discuter de ça. Tout n'est pas forcément un secret défense ou intangible. C'est un sujet que vous arrivez à mettre sur le devant de la table, les contraintes militaires? En tout cas, il y a un dialogue. Après, c'est pas facile parce que d'un côté, c'est la défense nationale, de l'autre, c'est la politique énergétique. Peut-être que les deux choses ne sont pas sur le même pied, mais peut-être qu'à un moment donné, on s'apercevra quand même qu'il y a l'importance de ces deux sujets peut-être un peu rapprochés. Il y a des sujets à mon avis, plus simples à régler autour des contraintes de navigation. Je pense en particulier à la distance des parcs au DST. L'idée, c'est en enlevant ces contraintes, de se redonner de la marge de manœuvre. Et aujourd'hui, les préfets maritimes nous disent qu'ils ont besoin de 10 000 à courir pour avoir le temps de secourir un navire en avarie de bar. Si on pouvait se rapprocher à 5 000, ça redonnerait beaucoup d'espace de liberté. Et pour ça, s'il faut rajouter un remorqueur de haute mer, c'est des choses qui peuvent être discutées. Ça a déjà été évoqué. Et puis après, il y a les modèles économiques. Aujourd'hui, on est dans un système assez simple, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure de taxes sur l'éolien en mer, mais il y a peut-être d'autres manières d'envisager les retombées économiques et financières pour le territoire local, et ça, c'est des choses dont on peut contribuer à l'élaboration avant qu'elles soient appliquées localement. Donc nous, notre jeu, c'est en tant que syndicat, en tant que filière, avoir à la fois ce dialogue national avec les autorités compétentes et toutes les parties prenantes, et puis après, en tant que développeurs, en tant qu'industriels, au plan local, être pleinement partie prenante de toutes les discussions dont il est très important qu'elles aient lieu au plus près du terrain et de tous les écosystèmes. Et la Bretagne, ce n'est pas la Méditerranée, je suis bien placé pour le savoir. Loïc Chénigérard, sur cette question du contenu local, aujourd'hui, vous avez le parc de Saint-Brieuc qui est en construction. Estimez-vous que le contenu, que les territoires ont été irrigués par ce projet? Et est-ce que vous voyez, notamment dans l'appel d'offres
numéro 5, dont on a vu le cahier des charges qui vient de sortir, 70% encore attribués au prix du mégawattheure. Est-ce que ça vous paraît aller dans le sens d'une meilleure acceptabilité, à savoir est-ce que les territoires vont avoir suffisamment de retombées avec ce genre de projet, connaissant ce genre de contraintes avec les cahiers des charges? Il est clair que lorsque Jean-Yves Le Drian lance le pôle d'air à Brest, on annonçait à l'époque 2 à 3 000 emplois dessus. Et aujourd'hui? Nous avions mis dans le débat public, puisqu'il y avait un débat public, je vous rappelle, puisqu'il fallait créer une digue, créer des infrastructures lourdes qui impactaient l'environnement. Donc il fallait expliquer pourquoi nous allions le faire. Et on a aujourd'hui 300 emplois, 400 emplois. Et entre les deux, ce n'est pas la faute ni à l'entreprise qui a été choisie, ni aux acteurs locaux et aux préfets successifs. C'est effectivement intrinsèquement la capacité dans notre Union européenne de fixer des règles. Puis après, en France, dans les surtranspositions ou dans la manière de les appliquer, d'être capable de desserrer certaines contraintes pour donner des règles du jeu qui soient les mêmes pour tous les industriels, de manière à pouvoir créer du local content. Et c'est indispensable pour faire plaisir aux présidents de région. C'est indispensable si on veut que les citoyens nous suivent. C'est ça le sujet. La Bretagne, en ce moment, elle est en plein emploi. Elle va bien. On pourrait dire on s'en fout. Mais c'est un vrai sujet parce que demain, il y aura de nouvelles crises. Et si on n'a pas créé des filières structurées, profondes, capables d'irriguer massivement nos territoires et d'expliquer pourquoi on fait les choses, nous n'aurons pas le soutien de nos concitoyens. Et on est dans des moments où on peut avoir des rigidités ou des tensions ou des chocs qui pourraient nous arriver en 27, en 32 ou ailleurs. Donc on a intérêt à travailler cela et les industriels ont intérêt à travailler cela. Donc moi, dans la place qui était la nôtre et avec les règles que nous avions, on a poussé un peu les limites, mais il faut qu'à un moment donné, au niveau de l'État, il y ait une cohérence. Parce que quand on a le ministre de l'Industrie qui nous dit on développe une très grande filière industrielle, qu'après on a le ministre ou la ministre de l'Environnement qui pose des contraintes nécessaires pour préserver la biodive, l'environnement et la durabilité. Et puis qu'après on a Bercy qui dit oui, mais le consommateur citoyen, il veut payer son kilowattheure moins cher, donc on va serrer tel ou tel élément, on n'a plus de cohérence. Et nous, les élus locaux, on doit être capable d'avoir un discours cohérent vis-à-vis de nos concitoyens, et deux, on reste généralement dans le temps long. Et donc il faut qu'on puisse expliquer ce que l'on fait. Moi j'ai des personnes qui sur la O5 me tamponnent en disant du temps de Saint-Brieuc, vous avez dit en réunion publique en 2014 à Saint-Brieuc que vous alliez avoir tant d'emplois. Les gens s'en souviennent, ils se documentent. Donc il faut qu'on travaille ça. C'est un sujet, encore une fois, à terme de démocratie. C'est vraiment important. Et puis, je pense vraiment que l'Union européenne a intérêt à travailler cela parce que les machines de demain, 12, 15, 20 mégawatts, elles vont à un moment donné avoir des tailles, des dimensionnements qui feront que les investissements qu'on a pensés en 2010 et réalisés en 2015 et livrés en 2017 seront déjà dépassés. Et on va nous dire, oui, on veut bien, mais on peut point, parce que les ports sont plus adaptés. Donc à côté de la vision qui est annoncée par le gouvernement, et je trouve ça bien qu'il y ait quelque chose de posé, de cohérent, de global, il doit y avoir deux autres éléments qui doivent être absolument tenus pour qu'on puisse réussir le projet. Et moi, je veux réussir le projet pour la souveraineté européenne et pour les générations futures. C'est les conditions de la concertation. Et il est clair que pour moi, breton, la condition de la concertation, c'est une concertation en local, en cohérence avec les façades, bien entendu, mais en local. Et la conférence régionale maire et littorale est le lieu pour mettre tout le monde d'accord. Et je le redis, c'est pour dérisquer le projet, parce que si on est impliqué dans l'affaire, on tient les engagements que l'on annonce et on les travaille avec les différents acteurs locaux. Et je rappelle que cette CRML n'est pas le jouet du président de région ou le jouet des Bretons, mais c'est un outil qui est inscrit maintenant dans les textes et qui est coprésidé par le prémar, le préfet de région et le président de région que je suis, ce qui nous oblige en permanence à un haut niveau de dialogue et de cohérence. Et puis la deuxième condition, c'est que les infrastructures portuaires d'un pays qui veut réindustrialiser suivent. Et là, ce n'est pas que les grands ports maritimes. Un port régional d'intérêt national doit avoir les capacités de son développement. Et si on dit, vous l'avez voulu, vous êtes avec un port régional, démerdez-vous. Et il est clair qu'on n'aura pas la capacité d'investir les centaines de millions d'euros qu'il faut investir dans les années qui viennent. Voilà, et ça, si on ne le fait pas,
moi je prédis que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, on refera une jolie conférence ici et on se dira comment on fait le rétex parce qu'on s'est planté. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai la chance d'être élu régional. Ça fait 10 ans que je vois comment on fait des annonces successives. Ça avance. Jules vient de le dire. Heureusement, la filière se structure. On apprend, l'État apprend, les collectivités, on apprend. Mais là, on a vraiment un enjeu, c'est de ne pas se rater sur l'enjeu des 9 gigawatts annoncés à l'horizon 2030 ou 2032. Concernant les ports, Brest et Lorient ont été retenus dans l'appel à manifestation d'intérêt France 2030 pour lancer les études de faisabilité. Et normalement, ça doit se poursuivre avec un appel à projet pour éventuellement financer les investissements, non ? Je suis d'accord avec ça. Et effectivement, nous allons avoir 1 million, 1,5 million pour les études. Pour les études de faisabilité, pour l'instant. Mais après, normalement, ça doit se poursuivre avec un appel à projet. Je le note. Non. Non, mais j'espère. Mais les enjeux financiers sont considérables. Oui. Considérables. Et je redis que, ou alors l'État reprend les ports. Mais il faut avoir conscience que nous, on est tenus par des règles budgétaires qui sont les mêmes pour tous. Je le dis souvent à mes copains d'Auvergne-Rhône-Alpes ou à mes copains de la région centre, ils n'ont pas de port et ils n'ont pas les investissements à faire. Moi, j'ai aucun élément différenciant dans les dotations que l'État me donne qui prend en compte le fait que j'ai des ports qui doivent muter, des ports qui doivent s'adapter à la hausse de la mer, des ports qui doivent perdre dans les 15 ans qui viennent, théoriquement, 60% de leur chiffre d'affaires. Tout en investissant, à Brest, on est à 500-600 millions d'euros d'investissement à faire si on veut tenir les engagements que l'on a pris vis-à-vis des différents acteurs industriels qui disent vous êtes bien gentils, mais si vous ne les faites pas, on ira ailleurs. On ne fait plus des investissements, les industriels, ça fait bien longtemps qu'ils ne viennent pas dans nos ports pour faire plaisir ni au gouvernement, ni au maire de Brest, ni au président de région que je suis. Ça, c'est indispensable. Sinon, à un moment donné, je ferai un parking de stockage de ballast ou de stockage de mâts ou de stockage de pales. C'est très joli, un parking, mais ce n'est pas comme ça que je crée de l'emploi. Et donc, ce n'est pas comme ça demain que je lutte contre le populisme, parce que le populisme, il est partout. Voilà. Et quand les pêcheurs ont le courage, avec les autres, de se mettre autour de la table pour dire on va définir des espaces, parce que c'est indispensable de définir des espaces, parce qu'il faut s'organiser sur les activités de la mer, et je rejoins ce qu'a dit Olivier, c'est pas faire une stratégie seulement mer, c'est repenser comment on se partage la mer, et comment en mer on assume toutes les filières et les activités qui s'y réalisent, avec le lien sur le continent. Si on ne fait pas ça, bon courage pour réussir demain. Voilà. Et c'est pas pour embêter les gens que je dis, c'est parce que j'y crois et que je veux réussir le projet. Concernant, Olivier Nézet, concernant les objectifs qui viennent d'être notifiés au préfet par façade, donc ce sont des objectifs 7 à 11 gigawatts en Manche mer du Nord, ça, là les objectifs à 2033, 7 à 11 gigawatts en Manche mer du Nord, de 2,5 à 5,5 gigawatts en Sud-Atlantique. Pour Nord-Atlantique, Manche Ouest, c'est de 6 à 9,5 gigawatts et il y a encore 4,5 gigawatts en Méditerranée. Quand vous voyez ces objectifs-là, vous dites ça va le faire, ça va passer, ou ce sont des objectifs qui sont difficiles à entendre ? Pour moi, déjà, amener des objectifs sans déjà avoir fait une concertation en amont, c'est déjà pas des objectifs. La réalité, c'est ce qu'a rappelé Loïc. Je pense que là, on prend encore le problème à l'envers. C'est qu'on peut aller mettre des chiffres partout où on veut, on peut même en mettre dans les DOM. Tiens, et pourquoi pas d'ailleurs à Mayotte, je ne sais où. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut comme objectif. La réalité, c'est au-delà des objectifs, c'est comment on définit une vraie planification. Je le rappelle encore une dernière fois parce que je pense que tout le monde a un peu de mal à comprendre, mais une vraie planification, c'est global. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas de planification de développement économique de la filière halieutique. Et oui, ça, il n'y en a pas. Avant que quelqu'un m'en trouve une, ça fait 30 ans qu'on en parle. Tout le monde parle, tout le monde est bien content d'aller manger du poisson au resto. Mais pour l'instant, on ne se pose pas la question, soit c'est du poisson qui vient de pays tiers avec aucune norme sociale et environnementale désastreuse. Mais là, ça ne pose aucun problème à personne. Donc là, on a besoin d'énergie électrique. Très bien. On se donne des objectifs. Donc si c'est comme ça a été de la même manière et de la même méthode qu'il y a eu depuis les années 2000-2005 sur la planification énergétique, on n'est pas rendu. Et je pense qu'à cette heure-là, j'aurai beaucoup de cheveux blancs avant d'y arriver.
j'ai pas envie d'en avoir, donc si je peux les préserver, déjà il n'y en a plus beaucoup. L'objectif, c'est de faire plutôt une planification qui prenne en compte tous les acteurs du maritime, et principalement, et là commencera certainement, et moi ce que je souhaite, c'est bien au-delà des eaux territoriales, parce que derrière, on a très bien vu, et tout le monde a pu s'en apercevoir, que c'est extrêmement compliqué dès qu'on est proche du littoral, avec toute la coactivité qui existe. Donc ça, c'est une première étape, parce que on parle de planification, mais souvent, c'est pas avec les marins. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Il y a d'autres problématiques. Je vais prendre moi la partie que je connais très bien, qui est dans le golfe de Gascogne. La planification, déjà, doit se faire en concertation avec les premiers acteurs, qui sont les pêcheurs. D'ailleurs, c'est simple, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on ne met pas les pêcheurs au centre du débat, même si évidemment tout pêcheur sera contre à la base, parce que pourquoi ? C'est comme si demain on venait dans votre jardin et vous dire vous dégagez, c'est plus à toi, je viens chez toi. Bon, évidemment, ce sont des acteurs historiques, il faut les respecter, mais pour ça, pour pouvoir planifier avec eux une planification énergétique, il faut aussi en même temps qu'eux ils aient une visibilité. Et aujourd'hui, ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus de visibilité. On voit bien les problématiques qui traversent, le Brexit, il y a eu le Covid, on les a dit promis de cordée. Super. Ils ont fait le job. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance pour autant. Donc très clairement, là, il faut une vraie politique maritime qui intègre tout le monde et qui n'exclut personne. Je l'appelle de mes voeux. Je ne vais pas faire I have a dream, j'ai fait un rêve. Non, mais j'aimerais bien que ce rêve devienne quand même un peu réalité, parce que la variable d'ajustement ne peut pas être le pêcheur ou la filière halieutique dans tous les problématiques, que ce soit au-dessus de l'eau, dans l'eau ou au fond de l'eau. Il y a un moment donné, il y a une réalité qu'il faut faire cette concertation ensemble, très bien. Il faudra la faire dans un respect des uns et des autres, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Les zones demain d'implantation d'énergie marine et principalement flottante, ce n'est pas des zones de non-pêche, ça reste des zones de pêche. Ça, c'est fondamental. Ça reste des zones de pêche. Il y a des activités de pêche qui sont compatibles avec des activités d'énergie marine en mer. Les marins, ils savent naviguer. Ils ne vous ont pas attendu les uns et les autres ici pour naviguer. On travaillait au fond de l'eau. Moi, j'avais un chalut à 400 mètres derrière. On travaillait au mètre près. Et on n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Donc, les marins, ce n'est pas des idiots. Contrairement à ce que souvent on pense, ce n'est pas des gens qui ont raté leur cursus scolaire. C'est plutôt des experts du maritime. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est important, qui est pour moi aussi très, très fondamental, c'est qu'au-delà qu'on a défini et qu'il y aura des zones qui seront identifiées, c'est aussi la partie environnementale. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas d'incompatibilité avec une zone d'énergie marine et une zone de protection forte. Ça ne me pose aucun problème. Je dirais même que le 3 en 1 me va bien. On ne va pas à nouveau faire du mitage de la mer où à la fin, le pêcheur ne saura même plus où est sa place. Donc on ne peut pas être d'un côté à dire il faut de l'énergie électrique, puis on veut continuer à manger de la langoustine, que tout le monde se targue. Ah, c'est vachement bon, mais demain, on ne les pêchera pas au casier. Ce n'est pas un pêcheur, on ne lui change pas d'activité comme ça. J'entends parler, comme j'ai entendu samedi à Brest, certaines présidentes d'honneur d'une ONG bien connue feront de la reconversion. Donc on va les faire vendeurs de pizza. Enfin, si c'est ça la planification, pizza langoustine, ça peut être intéressant, mais enfin il va falloir encore des pêcheurs pour aller les chercher. Mais il y a un moment donné, c'est pas ça de la planification. C'est pas ça non plus le respect non plus des marins et des pêcheurs en premier lieu. Donc il est important pour moi, à mon avis, déjà cette première approche. La deuxième, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'aussi il y a des guerres de régions. Parce que quand je vois qu'on fait de la planification pour faire plaisir en fonction des régions et des ports, parce que chacun a mieux qui veut avoir son outil, etc. Attendez, on est d'abord en tout là pour essayer de mettre en place, de ce que je comprends, c'est le choix du gouvernement et de la PPE européenne, c'est avoir de l'activité de pêche compatible avec, et c'est ça normalement la DCSMM, c'est aussi il y a d'autres acteurs. Donc si c'est pour que derrière on regarde, parce qu'il va falloir faire plaisir à tout le monde, ça ne fonctionne pas comme ça.
Il va falloir aussi identifier les meilleures zones possibles avec derrière, oui, comme l'a dit Loïc, certainement en plus de l'anticipation aussi sur des investissements, mais pas que sur les ports, hein. Il y aura aussi des investissements à effectuer certainement sur l'évolution de ce que sera demain le monde maritime, mais aussi la pêche. Donc il va falloir aussi que là, on travaille avec les développeurs, peut-être même dans un pas de temps très rapide, c'est comment on vient aussi au secours d'une filière qui est aujourd'hui dans la difficulté. Et que tout le monde sera bien content d'avoir encore demain du tourisme, parce que derrière, il y aura des pêcheurs dans des ports de pêche, etc. Mais aussi parce que derrière, eh ben, il y a des produits alimentaires qui vont venir jusqu'à Paris et que tout le monde sera content d'avoir une poissonnerie avec du poisson frais et non pas du poisson congelé qui viendra de je ne sais où. Donc il y a à mon avis un destin où nous sommes liés, mais pour être liés, il faut le respect mutuel. Et il faut derrière en même temps avoir aussi le soutien les uns des autres, parce que demain, cette filière aura besoin de navires de transition énergétique, voire décarbonés. Donc, comment nous allons renouveler une flotte quand on sait que derrière, le vérin et le frein surtout, et le verrou à faire sauter, pour ce qui est de la pêche, c'est l'Union européenne. Très clairement, on est devant une politique maritime européenne où la pêche est le seul secteur complètement intégré dans l'Union européenne. Donc là, on aura besoin évidemment de l'État, on aura besoin de tous les acteurs pour permettre ces évolutions aussi d'une filière qui a besoin d'évoluer dans le verdissement de ses navires. Mais on ne peut pas le faire avec des navires qui ont plus de 30 ans. Donc là, il va falloir un soutien fort, majeur, et qui peut permettre justement aussi de faire comprendre que l'acceptabilité, ça passe par là aussi. C'est-à-dire qu'on est liés, comment fait-on pour justement amener cette filière, et pas que les navires, hein, que j'ai dit les ports, mais aussi les premiers acheteurs, pour qu'on puisse permettre la continuité d'une activité historique. Et puis, il y a un dernier point que moi je... C'est le dernier, après il va falloir qu'on accélère, il y a un point presse qui se tient, et donc il faut... Il y a quand même un point important, c'est que très clairement, on est quand même la filière aujourd'hui, pêche, et non plus dans un besoin vital d'énergie électrique. Nous, on est dans la survie. Dans la survie, parce que derrière, on est attaqué de toutes parts, comme je l'ai rappelé, et on aura besoin des acteurs, et donc d'acteurs certainement sur l'espace maritime, qui soient aussi aux côtés pour protéger. L'État, normalement, est là pour protéger les marins. Il y aura peut-être d'autres acteurs. Et nos marins pêcheurs seront peut-être un temps soit peu peut-être à travailler chez vous et vice-versa. Donc on aura une connexion sur ces approches de métiers qu'il va falloir développer et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Mais il est fondamental que sur la planification et sur l'identification des zones, eh ben, il va falloir évoluer les uns les autres. Et que s'il y a des zones qui doivent se mettre en place, ce n'est pas en mettant sur la carte X gigawatts en Manche, X gigawatts en Méditerranée. Non, c'est d'abord travailler avec les acteurs pour identifier des zones potentielles qui permettent d'avoir un débat des passionnés, des zones qui permettent de la continuité d'une activité, voire d'en développer d'autres à l'avenir, différentes aussi, de pêche, mais toujours dans la pêche. Et à un moment donné, ce qui n'est peut-être pas possible aujourd'hui, le sera peut-être en 2035, 2050. Donc on est d'abord avant tout là pour les générations futures. Moi, je dois penser à des navires de pêche. Monsieur Nézet, ouais, en pensant à l'énergie. On va être obligé d'accélérer là. Oui, mais je termine. Sur les EMR, on est en train d'avoir une planification sur 30 ans. Faisons la même pour la pêche. Le message est passé. Faisons la même planification pour la pêche et pour la filière halieutique. Peut-être Jules Nissen par rapport à cette question de la planification avec ses objectifs. Eh ben, banco, nous, la conviction qu'on a au syndicat des énergies renouvelables, c'est qu'il ne faut pas opposer la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. On y travaille avec les agriculteurs, avec la FNSEA, d'autres organisations d'agriculteurs. Vous avez dit que les pêcheurs étaient les agriculteurs de la mer, donc je dis banco, travaillons-y ensemble aussi. Il y a des tas d'éléments de complémentarité qu'on peut essayer de mettre ensemble. En tout cas, la pêche, elle a une activité historique dans la mer, donc il faut qu'on trouve la bonne façon de s'entendre. Moi, je rejoins ce que vous dites sur ce plan. Après, s'agissant de la planification, je dirais que quand on a organisé ces assises, on a voulu organiser ce regard croisé avec un président de région. Je remercie Loïc Généjar d'avoir accepté, le président du comité des pêches. Il aurait pu y avoir d'autres personnes, mais ça veut dire que
c'est la traduction du fait qu'on est en train de passer d'une politique énergétique qui a été toujours vécue et conçue de façon extrêmement centralisée avec quelques centrales nucléaires et des importations d'énergie fossile à une alternative qui est implantée sur les territoires et qui doit donc être intégrée dans les projets de territoire. Et je pense que c'est un petit peu le message qui a été passé depuis tout à l'heure. Et sans cette intégration dans les projets de territoire, sans cet accompagnement par les acteurs locaux, les professionnels, ça ne fonctionnera pas. Qu'il s'agisse d'éolien en mer, d'éolien à terre, de photovoltaïque, de méthanisation, à peu près toutes les sources d'énergie renouvelable. Donc nous, on le voit comme ça. Alors, je ne veux pas commenter les fourchettes par façade. Elle rappelle l'objectif global. De ce point de vue, pour nous, c'est une bonne chose. Elle rappelle que la concertation doit être menée avec une forme de solidarité entre les façades. C'est un deuxième point qui est très important. Après, voilà, elles ont été données comme ça. Maintenant, il faut qu'on fasse avec. Mais je n'ai pas l'impression que tout ça soit totalement figé. Et c'est bien l'objet de la concertation de faire avancer ça aussi. Et c'est sa difficulté, mais sa richesse, faire du local et en même temps arriver à conserver l'objectif global au plan national. Mais je pense que, comme je l'ai dit ce matin, on peut y arriver. Merci. Avant de vous repasser la parole pour un mot de conclusion, il y a une intervention qui est prévue dans la salle. C'est je crois peut-être que Monsieur Nézet, ça va vous faire plaisir. C'est une collaboration justement entre pêche, éolien en mer et environnement. Et donc il y a la personne. Voilà. Alors, veuillez vous. Bonjour, Bertrand Fazio du groupe CARE. Et donc effectivement, avec Bluefish et FNE Bretagne, nous allons débuter un partenariat de portée nationale qui illustre très bien le sujet de cette table ronde, comment être à la hauteur des enjeux ensemble. Et donc les trois acteurs complémentaires que sont donc Bluefish qui travaille sur la pêche professionnelle durable, FNE Bretagne qui travaille sur les questions de préservation environnementale, et puis donc CARE qui est un porteur de projets éoliens et développement d'hydrogène vert également. Nous allons chercher des réponses, si possible efficaces et efficientes, aux défis de l'accélération du développement de l'éolien en mer. Alors, les premiers sujets sur lesquels on a décidé de travailler, comme l'a cité Olivier tout à l'heure, la transition énergétique de la pêche, qui est important bien sûr. Et puis deuxième sujet pour l'instant, ce n'est pas limitatif, sur la gouvernance des zones maritimes dans lesquelles les parcs éoliens sont implantés et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur dans le futur. Au moment où les débats vont démarrer sur l'implantation des parcs éoliens pour les 10, 20, 30 prochaines années, on espère, les trois acteurs ensemble, que ce soit, outre les actions évidemment qu'on va mener, un des messages positifs forts et qui montre aux différentes parties prenantes la capacité de ce type d'acteurs à travailler de manière structurée et ensemble. Voilà. On signe demain sur Synergie à midi sur le stand CARE avec Dénès Dostis, donc, qui est président d'honneur de FNE et co-président de FNE Bretagne, et avec Armand Quintel, donc le président de Bluefish, et également président d'honneur de la commission environnement du Comité national des pêches. Et si on a 2 secondes, je lui passe le micro. Vraiment 2 secondes, on est très en retard. Merci bien. Je ne suis pas bavard, je ne sais pas, hein, en fin de compte, on me dit bonjour, je vous dis le reste pour la journée. Mais ça ne fait rien, je vais essayer d'être rapide. Non, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas évident d'avoir ce dialogue. Et on a voulu vraiment, avec l'association, entrer en échange, mais alors avec FNE Bretagne, on est resté dans un cadre régional, comme on travaille aussi à Lorient, de façon plus proche, sur un projet de territoire, vraiment le territoire de Lorient. Donc l'idée, c'est de partir que sur la partie transition hydrogène, puisque ce sont des spécialistes de l'hydrogène, et faire un démonstrateur, comme on a déjà fait ailleurs d'ailleurs. Mais la Bretagne, c'est une grande région de pêche, donc quelque part de réussir avec ce petit niveau-là à montrer qu'on arrive à faire quelque chose ensemble, ça ouvre au dialogue et c'est le début d'un futur vivre ensemble, sans doute qu'on sera obligé de faire, je crois, sur la mer, là où nous étions historiquement, je suis un ancien marin-pêcheur, où on était historiquement quasiment tout seul. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions concernant justement ce sujet de la table ronde, à savoir concerter ensemble sur la pêche? Non? Si? Non? Oui? Non? Non? Bien, on va conclure et Loïc Chenet-Girard, j'aimerais un petit mot de conclusion quand même sur ce challenge qui attend les régions, qui attend tout le monde.
Aujourd'hui, donc, les objectifs, la pêche que vous souhaitez soutenir, la formation, tout ça, ça vous paraît possible de mettre tout cela en musique et de préparer sereinement le déploiement de l'éolien en mer dans ces objectifs de 18 en 2035, 40 gigawatts en 2050, voire plus? Ça ne me fait pas peur à partir du moment où, comme c'est inscrit dans le titre ici, on travaille collectivement. Il faut travailler collectif, avec une ambition et une vision claire de ce que l'on veut, et avec, encore une fois, la gestion de la complexité par de la concertation locale. Ça, c'est très important, et il faut que les acteurs garants au niveau national du débat public prennent en compte cette capacité que nous avons au niveau local de réfléchir à notre bonne articulation, à notre bonne négociation locale, sans mettre de côté, bien entendu, le débat public tel qu'il est prévu par les textes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de s'enlever de la tête qu'on va protéger la nature par des zones où on va enlever l'humain. Je pense qu'il faut travailler à la complexité là aussi. Et dans les parcs naturels sur terre, on fait de l'agriculture. Donc dans les parcs naturels sur mer, on fait aussi de l'activité économique de la même manière. Et c'est important de se dire ça parce que quand j'étais plus jeune élu, je disais on va faire le PLU de la mer. Non, un PLU, c'est une activité par case. Non, il faut travailler effectivement à l'usage de la mer. Et il y a plusieurs couches qui se superposent pour plein de raisons. Et puis le dernier point, c'est que tout le monde doit faire des efforts. On va en demander aux pêcheurs, mais les militaires doivent faire des efforts aussi. L'État, quand il vient avec toutes ces contraintes, doit entendre que les autres ont aussi des contraintes. Et donc il faut travailler cela. Et je le redis, à partir du moment où on a à nos côtés un préfet maritime qui touche du doigt la complexité du débat avec les pêcheurs, il est capable de remonter à sa hiérarchie militaire les efforts faits par une des parties pour que les autres parties puissent avancer. Et puis le dernier mot, je le redis, même si je sais que je l'ai déjà dit, c'est que le travail du temps long veut dire qu'on doit poser les bases d'accords solides qui résistent aux alternances. Parce que les renégociations après des élections présidentielles ou les hésitations pendant les campagnes des régionales ou les hésitations après un nouveau gouvernement nous a fait perdre beaucoup de temps, quelles que soient les couleurs politiques. Voilà, donc c'est très important de poser ça au-delà, encore une fois, des 40 mois de mandat qui restent présidentiel, mais bien pour les 10 ans qui viennent, avec de l'enthousiasme et avec la capacité de montrer à notre jeunesse qu'on a compris la situation et que la limitation du monde et l'obligation de sortir de cette drogue dure qu'est le pétrole et le charbon se fait par des ambitions industrielles très fortes et que la Bretagne y prendra sa part. Si on pose ça comme ça, on crée une dynamique positive et on emporte les grincheux, les populistes et les conservateurs qui, sur le terrain, ne manqueront pas de venir nous embêter. Voilà moi rapidement ce que je peux dire. Donc travaillons ensemble. L'intérêt général, c'est tous ensemble et ce n'est pas l'addition des intérêts individuels. Merci à tous. Merci. Moi, Olivier Lenezet, oui, vous avez une minute. Beaucoup plus court. Loïc a parlé du plus. Moi, je vais dire, on va éviter d'être plumé. Tu t'en souviens des plumés. Moi, je verrais plutôt une approche qui est de planification, comme je l'ai dit, globale. Pour moi, il y a 3 mots. Planification, qui intègre tout le monde et donc le développement économique des uns et des autres. Deuxième chose, c'est évidemment cohabitation. Cohabitation où derrière, on permet tout à chacun de pouvoir avoir une cohabitation qui soit la plus saine possible et dans leur continuité d'activité des uns et des autres. Et puis le troisième mot que j'emploierais, c'est coactivité. Coactivité, la continuité des coactivités qui permet justement de faire du développement économique de nos filières et donc derrière qu'on permette aussi justement le développement de la transition énergétique décarbonée de la pêche, mais aussi de l'innovation de la filière. Un dernier mot, Gilles Nissen. Un dernier mot, nos concitoyens ne sont pas des imbéciles. Si on leur explique les choses, si on leur explique calmement, ils peuvent les comprendre, ils peuvent faire les efforts nécessaires. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis, je voulais dire que ce qui ressort de tous ces débats, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière cet exercice de planification, c'est l'avenir énergétique, c'est l'avenir industriel, c'est l'avenir de la pêche, c'est beaucoup de choses. Donc serrons-nous les coudes et puis soyons collectivement à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.